est-ce que l'état de droit français, la souveraineté du peuple, puisqu'encore une fois, je répète que l'état de droit, c'est l'égalité des citoyens, c'est le respect de la souveraineté du peuple aussi, et pas systématiquement piétiné, par exemple, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a des juges, on a des lois, mais derrière, on a la CEDH qui vient systématiquement donner crédit aux délinquants étrangers, et recours numéro 1, et recours numéro 2, et recours numéro 3. Et on continue à ne pas pouvoir avoir notre souveraineté sur des questions qui sont des questions sécuritaires. Alors d'autres n'en ont strictement rien à faire. L'Allemagne, est-ce que l'Allemagne est inhumaine en ce moment? Non. Est-ce que le Danemark, pays socio-démocrate avec des lois anti-immigration qui ont maintenant plus de 10 ans, voire 15 ans de recul, donc on n'a pas vu que le Danemark était devenu l'Iran ou la Corée du Nord. Ils en passent par la gauche d'ailleurs. Oui, il me semble que c'est resté un état de droit. Donc déjà, de toute façon, je l'avais dit ici, ça ne veut rien dire cette phrase, nous agirons avec fermeté et humanité. Mais justement, être ferme contre les passeurs, permettre à ceux qui viennent en France de venir avec des papiers et de pouvoir s'intégrer économiquement et culturellement et faire le choix d'une immigration qui peut s'intégrer, c'est ça l'humanité. Faire le choix d'un pays passoire, un hall de gare où c'est come as you are, c'est-à-dire McDo, viens comme tu es, viens avec ta burqa, viens avec tes idées de avec polygamie, viens avec ton excision. Non, là ça non, tu viens pas comme tu es. D'accord ? En France, il y a des valeurs. On s'est battus, nous les femmes notamment, pour avoir des droits dans ce pays, et notamment celui de nous promener habillés comme on veut et pas se faire violer par des mecs qui, eux, ont une vision de la femme qui est soit t'es bâché et donc là t'es pure, on ne te touche pas, ou soit t'es pas bâché et là t'es un potentiel objet de viol. Tous les gens qui viennent, non, moi je te dis simplement qu'aujourd'hui, la France n'est pas un hall de gare là-dessus. Monsieur Retailleau a raison, et c'est au contraire agir avec beaucoup d'humanité vis-à-vis des Français, vis-à-vis des étrangers qui se sont donné la peine de prendre des papiers et de respecter la loi, que d'empêcher ceux qui ne vont pas respecter la loi parce qu'ils ne sont pas conformes à nos mœurs. Mais il n'y a pas de problème, il y a plein d'autres pays dans le monde qu'ils aillent. Ils peuvent, je vais te dire, qu'ils aillent en Angleterre. Apparemment, en Angleterre, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à voir les manifs qu'ils font. Il n'y a aucun problème qu'ils aillent là-bas, qu'ils aillent dans d'autres pays. Mais je suis navrée. C'est agir avec humanité que d'être ferme aujourd'hui. Jean-Loup, et puis on écoute. Tu fais un choix entre la place Beauvau et la place Vendôme, entre la fermeté et l'humanité. Alors déjà, pour justement sur cette déclaration, moi je pense qu'il faut absolument arrêter ce combo, cette combinaison délétère inventée par François Hollande et continuée et accentée par Emmanuel Macron, qui est de mettre quelqu'un de ferme, entre guillemets, à l'intérieur et quelqu'un de laxiste à la justice. Genre Valls et Taubira, voilà, par exemple. Valls-Taubira, ça a été créé par François Hollande, et c'est une catastrophe absolue, cette sorte de « en même temps ». Didier Migaud, il aurait fallu le mettre aux finances, où là, il aurait été ferme, il aurait fait des coupes. Mais comme ça lésait des intérêts, on l'a mis à la justice. Et donc là, ça ne va pas du tout. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien que des policiers dopés et soutenus par un ministre de l'Intérieur ferme arrêtent des gens, puisque ce qu'ils disent, c'est qu'immédiatement après, ceux qu'ils ont arrêtés sont relâchés. C'est pas ce que dit Migaud. Le garde des Sceaux dit que la justice n'est pas laxiste. Oui, mais elle est laxiste, on en a des exemples tous les jours. Les prisons sont pleines parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est pour ça qu'elles sont pleines. C'est pas parce que la justice est trop ferme. Il faut augmenter le nombre de places, évidemment. Et donc augmenter le nombre d'incarcérations, et donc ça va régler les problèmes. Ça, c'est une combinaison délétère, parce qu'en fait, le manque de place de prison et le laxisme de la justice sapent en fait tout le travail policier. Donc il faut arrêter. Il fallait mettre Thibault de Montbrial. Il faut arrêter tout de suite avec cette combinaison délétère, cette sorte de et en même temps. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, oui, en effet, on est un peu le seul pays à se poser la question, parce que je vois qu'en effet, le Danemark, dirigé par la gauche social-démocrate, fermeté. L'Allemagne, désormais, fermeté, mais aussi des pays qui ne sont pas européens. Pays-Bas, fermeté. Voilà, parce que Pays-Bas. Sinon... Par exemple, l'Iran. Voilà, tu vois, l'Iran, c'est un pays musulman non occidental. Là, ils sont à fond, expulsion en masse des migrants afghans, parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que ça pose des problèmes de trafic de drogue, etc., etc. Donc l'Iranien, pas occidental, on ne peut pas l'accuser de racisme systémique ou de privilège blanc. L'Iranien, musulman, il dit les Afghans, stop. Alors je ne vois pas pourquoi tout le monde a un problème avec l'immigration, de toute façon, dans tous les pays. Et qui sommes un pays beaucoup plus éloigné géographiquement et culturellement de l'Afghanistan, je ne vois pas pourquoi on devrait supporter les migrants afghans dans nos rues et dans nos gares. Voilà, c'est ça, alors que les Iraniens, qui sont un peu voisins géographiquement et culturellement, n'en peuvent plus. Et qui disent trafic de drogue. Voilà. Il y a beaucoup d'Afghans en Iran, à Téhéran. Et apparemment, ça pose des problèmes colossaux, par exemple, dans le domaine du trafic de drogue ou des agressions. Et des agressions, y compris contre les femmes en Iran. Voilà.
C'est ça la réalité. Sur la part des Afghans en France. Parce qu'on ne parle pas des Iraniens. Là. Ah bon, bah je sais pas. Chez les réfugiés, va te balader dans le 10e. Et regarde les témoignages. Mais je dis pas qu'il y en a pas. Mais je dis c'est quoi la part. Des habitants maghrébins du 18e arrondissement qui te dit notre quartier est en train de s'afghaniser et il y a plein de commerces qui sont rachetés par la mafia afghane avec l'argent du trafic de drogue. Ça c'est le témoignage des habitants maghrébins. Oui, Tu ne peux pas les taxer de racisme. Dans le 18e. Voilà, ça c'est la réalité. Va parler aux policiers, aux gendarmes qui les arrêtent. Non mais il s'agit pas de dire que les gens qui vivent dans le 18e sont racistes. Il ne s'agit pas de dire que les Maghrébins, ce qu'ils racontent, c'est faux. Ils voient le réel. Mais j'ai pas dit ça. Justement, il dit. Il ne s'agit pas de ça. C'est juste de savoir quelle est cette population. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que même si on peut... C'est comme si tu disais, par exemple, voilà, il existe une mafia chinoise. Donc on voudrait dire que tous les gens qui seraient... On n'a jamais dit ça. Qui seraient issus ou proches de l'immigration chinoise seraient impliqués dans... Mais France, non, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on va dire il représente la première communauté avec 41 000 personnes en termes de réfugiés. Voilà. D'accord, 40 000. Mais on peut dire que les 41 000 Afghans dans cette histoire sont liés à ce que tu racontes, c'est-à-dire à des trafics divers. Non, mais tu as une surreprésentation. 131 000, il faut attestée et plus de 131 000 demandes. Sinon, après, on va cataloguer tout pays qui a une mafia comme étant un pays problématique. En effet, mais non, c'est trop rapide. Faire preuve de fermeté, c'est faire preuve d'humanité, pour deux raisons. Parce que si, par exemple, on avait fait preuve de fermeté, simplement appliquer la loi, eh bien, si on avait expulsé les personnes qui doivent être expulsées selon la loi, c'est-à-dire qui sont sous OQTF, eh bien, par exemple, Philippine ne serait pas morte si on avait expulsé Lola non plus. La jeune Lola, 12 ans, ne serait pas morte si simplement on avait fait ce que la loi nous dit. La loi nous dit OQTF, ces personnes sont légalement obligées de quitter le territoire français. On n'applique pas la loi par laxisme, etc., etc. Voilà les conséquences qu'on a. Donc faire preuve de fermeté, c'est faire preuve d'humanité parce que ça sauverait les victimes de ces crimes. On n'en a déjà pas assez, nous, de nos violeurs à nous. Déjà, on n'est pas assez ferme avec les violeurs français ou étrangers avec des papiers qui violent des femmes, qui agressent, etc., qu'on en importe de nouveau parce qu'on en manque. Donc c'est ça le problème. Dernier point, ce n'est pas faire preuve, accueillir en masse comme ça indifféremment, ce n'est pas faire preuve d'humanité envers les migrants eux-mêmes, qui sont victimes de passeurs, qui sont de véritables trafiquants d'êtres humains. Et d'ailleurs, les passeurs se frottent les mains quand ils voient la politique laxiste de la France. Et donc, après d'avoir ces hordes de jeunes gens africains ou afghans qui se retrouvent sans argent, sans intégration culturelle, livrés au trafic divers et variés. Est-ce que c'est pas un peu binaire d'opposer à chaque fois la police et la justice? Parce que pour que la police fonctionne bien, il faut que la justice fonctionne bien et vice-versa. Quand Nicolas Sarkozy dit... C'est des choix politiques qui ont été binaires. Mais quand Sarkozy dit pour privilégier l'intérieur à Vendôme... Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que de toute manière, au final, c'est quand même la justice qui va se prononcer. C'est elle qui mène l'enquête d'ailleurs. Parce que les policiers sont sous la responsabilité d'un juge lorsqu'ils font une enquête judiciaire. Excuse-moi, donc ils ont besoin de travailler ensemble. Quand il y avait une cohérence dans le gouvernement à l'époque de Sarkozy, pourtant ils n'ont pas finalement fait grand-chose, mais quand Rachida Dati était ministre de la Justice et qu'en face il y avait un ministre de l'Intérieur qui fonctionnait en harmonie avec elle, eh ben, ça marchait un petit peu. Enfin, mais les résultats, ils sont quoi? Les résultats, non mais d'accord, mais parce qu'ils ne sont pas allés au bout, etc. Là, mais après, excuse-moi, Valls Taubira, elle a tout fichu par terre. Et Dupond-Moretti, Darmanin, ça veut rien dire non plus. Là, ce qu'a fait M. Barnier, c'est pour ça que moi ça m'inquiète, parce que les impôts et ensuite venir nous faire retaille au migot, ça n'a ni queue ni tête. Il fallait faire, ou bien tu fais deux espèces de gauchos caviar, voilà, ou bien tu fais Retailleau Thibault de Montbrial, ou Retailleau... les magistrats dans la rue. Eh ben non, le syndicat de magistrature, c'est déjà 30% de la profession. mais les Français, ils veulent de la fermeté. Je suis désolée. Et même quand tu fais des sondages chez LFI, les électeurs LFI, ils veulent de l'ordre. Oui, alors, ils sont peut-être pas à 80%, mais ils sont au moins à 60%. Moi, je pense que Retailleau a les Français avec lui. C'est ça qui est le paradoxe. C'est-à-dire que et pas M. Migaud. Il n'a pas les Français avec lui. Retailleau a déclenché une tempête médiatico-politique sur 2-3 phrases, et notamment l'état de droit. Mais je pense que les Français sont à 70% avec lui. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, je pense, entre les élites, entre guillemets, sur ces questions de sécurité et d'immigration, et les Français qui veulent beaucoup de fermeté, à tort ou à raison, mais qui veulent que l'immigration s'arrête et qui veulent que ça soit élites que la loi soit plus dure. Et les élites, à droite comme à gauche, sont pas sur cette même à droite. Je veux dire, les responsables de droite sont beaucoup plus modérés que leurs électeurs sur ces questions-là. Et c'est là qu'on rejoint la théorie de Jean-Loup sur la libanisation, parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ils vivent dans un petit monde. Ils n'ont pas envie d'avoir un mauvais papier dans l'IB. Alors, ils ont quelques petits faits divers, ils entendent les GG, ils entendent des émissions
émissions où les Français d'en bas leur parlent. Donc ils se disent, oh là là, où ça chauffe Marcel, on va avoir froid aux fesses pour la prochaine élection. Mais le réel du terrain, ils ne le voient pas. Ils voient pas, nous on voit dans les établissements scolaires les nouvelles générations qui arrivent, et même quand on est dans des bahuts de gamins plutôt gentils, etc., on voit quand même que le niveau de langage, que les relations interpersonnelles, c'est hyper violent. Ce qu'ils regardent, c'est violent. Donc on va vers une société très dangereuse si on n'a pas en face des figures d'autorité qui sont là et qui tiennent debout et pas qui vacillent toutes les 5 minutes parce qu'ils tournent selon le vent et le en même temps. Eh ben on se prépare des années et des moments très difficiles. D'ailleurs, hier, Bruno Retailleau et Didier Migaud ont déjeuné ensemble, je crois. Donc, ce qui prouve qu'il était temps de signer une espèce de paix des braves. Après, est-ce que c'est Michel Barnier qui a choisi Didier Migaud? Pas sûr. C'est Attal et Macron et Colère. Il cherchait une caution de gauche. Il cherchait tout prix quelqu'un de gauche. Qu'ils le mettent ailleurs, qu'ils le mettent à la culture. Il pouvait très bien chercher quelqu'un de gauche. Est-ce qu'il aurait choisi Didier Migaud? Est-ce qu'il l'aurait mis à ce poste-là? C'est pas sûr. Donc, il y a un moment, on va voir quel est l'arbitrage. Rachida Dati à la justice et tu l'enlevais de la culture et puis tu y mettais Migaud, je ne sais qui. Voilà. Mais Rachida Dati n'a pas laissé non plus un bilan incroyable quand elle était. Peu m'importe, au moins elle aurait été un peu plus en phase avec Retailleau, c'est tout. Mais de toutes les façons. Sur les peines planchées, par exemple, Retailleau, il est pour les peines planchées. Je pense que Migaud est contre, donc ça va être compliqué. Tu peux pas dans le même gouvernement. Jean-Loup. Migaud, on a d'abord voulu le mettre comme Premier ministre. Ça ne s'est pas fait. Exactement. Donc il a fallu lui donner d'une part un lot de consolation et d'autre part le mettre parce que voilà, c'était le seul de gauche qui voulait aller et que Emmanuel Macron voulait ouvrir à gauche et peut-être réduire un peu le risque de censure. Donc voilà. Après, Didier Migaud, on a pensé à le mettre, et ça aurait été un excellent choix, aux finances, parce qu'il connaissait très bien le dossier. Mais on s'est rendu compte que comme il était un peu ferme sur le sujet, ça lésait des intérêts, parce qu'il y a quelques subventions, quelques niches fiscales qui risquaient de disparaître. Et comme on ne veut pas léser les intérêts, on l'a mis, et que quand même la justice, c'est moins important que le pognon, eh bien, on l'a mis à la justice, et on continue comme Emmanuel Macron, et c'est un poste prestigieux, comme Emmanuel Macron ne reconnaît jamais et n'admet jamais ses erreurs, et que sa spécialité, c'est de persévérer dans l'erreur, il n'a pas voulu reconnaître l'erreur du « et en même temps », de la contradiction Darmanin Dupond-Moretti. Il a l'impression que quand il fait ça, il se dit « je suis très intelligent, je suis le virtuose, un peu de droite, un peu de gauche, un peu de fermeté, pas l'état dans lequel il a mis la France. Laxisme, je gagne sur tous les tableaux », sans du tout se soucier le moins du monde de la cohérence, parce qu'il méprise la cohérence et le principe de non-contradiction, sans se soucier le moins du tout des retombées concrètes sur le terrain et de la réalité du terrain pour l'état de la France, et donc on continue sur cette ligne. Il s'en fout de l'état de la France, c'est pas important pour lui. Mais sur la question de l'état de droit, je reviens. Je pense que si Macron devait faire une intervention quelconque, c'était quand même au moins, même s'il sert à quelque chose, de rappeler l'importance de l'état de droit. Mais bon, même là, il était pas au rendez-vous. Non, qu'il se taise, franchement, là, qu'il se taise. Là, il n'était même pas au rendez-vous. Et je le regrette parce que ça aurait été quand même... Attends, laissez finir Fred. Je pense que ça aurait été... L'état de droit, c'est quand même quelque chose de fondamental. On aurait pu attendre, gardien des institutions, qu'il ait quand même un mot sur cette polémique, même si Macron... Rassure-toi, il va le dire à un moment donné. Et je l'espère, même si je n'ai pas une sympathie particulière pour Macron, vous le savez. Mais aujourd'hui... je suis d'accord avec toi, s'il n'y a pas une collaboration entre la justice et la police, ça ne sert à rien. Et je pense que... Oui, mais c'est la question de savoir dans quel sens. Oui, dans quel sens. Dans le sens de Retailleau, c'est ce que veulent les Français. Les Français veulent de la fermeté, ils veulent de l'ordre. Mais il ne s'agit pas non plus de stigmatiser des populations. Mais on ne stigmatise rien, au contraire. Au contraire, c'est l'humanité, c'est la fermeté. C'est comme ça qu'a été la Troisième République. La Troisième République, quand elle a voulu poser les grands piliers, elle a posé les piliers avec l'ordre et l'autorité. Excuse-moi, c'était pas des mous du genou, Jules Ferry. C'était pas des mous du genou, mais en matière sociale, bon... Le pauvre Barnier, il n'a pas beaucoup de légitimité pour faire quoi que ce soit là-dessus. On rappelle que ce que certains médias ou certaines personnalités politiques entendent par humanité entre guillemets ou par état de droit, c'est la récente décision du Conseil d'État où tu as un migrant algérien condamné pour agression sexuelle qu'on devrait donc expulser immédiatement et sans la moindre négociation, sans la moindre discussion, sans la moindre hésitation. Eh bien le Conseil d'État vient de confirmer son statut de réfugié et nous dire qu'il devait rester. Alors qu'en plus que l'OFPRA, qui est l'office chargé justement des réfugiés, a émis des réserves sur quand même est-ce qu'il est vraiment si réfugié que ça, on sait pas trop. L'OFPRA émet des réserves. Le gars, agression sexuelle, donc réfugié, pas réfugié, on devrait l'expulser immédiatement, sa place n'est pas ici. Eh ben non, le Conseil d'État nous dit, ah ben non,
il est réfugié. Donc, il ne faudra pas s'étonner. Il faut remettre en cause l'état de droit. Et les garants de l'état de droit, comme le Conseil constitutionnel qui vote l'aide juridictionnelle pour les clandestins. En plus, quelques jours après l'affaire Philippines, où on a vu tous les dysfonctionnements additionnés et accumulés. Oui, mais pardon, l'état de... Dans ce cas-là, Retailleau s'est mal exprimé. Il aurait dû dire l'état du droit. L'état du droit. Il peut changer les lois. Le problème, c'est pas l'état de droit, c'est en fait le gouvernement des juges. Voilà, la République des juges. Mais les juges vraiment dire aussi les lois qu'on veut sérieusement dire qu'aujourd'hui on vit dans un gouvernement c'est fini. Parce que précisément quand on te dit la justice est indépendante, mais la justice elle n'est pas indépendante, c'est la justice du peuple souverain et elle nous doit des comptes, elle doit être responsable. Elle ne se sert pas de la loi et du code civil et du code pénal comme elle le souhaite. Non, je suis désolée. Immigration, choisir entre humanité et fermeté. On va regarder ce que vous en pensez. Voilà. C'est fermeté. Vous avez choisi. Oh là là, comme c'est étonnant. À 85%, mon cher Frédéric. Nord-coréen. Tu gardes tes 14% d'humanité, tu en fais des papillotes et tu joues avec. J'ai bien l'intention d'ailleurs. Crois-moi. Dans un instant, on va changer radicalement de sujet et on va accueillir notre consoeur Azilise Lecor. L'enfant est l'avenir de l'homme, mais est-ce qu'on est vraiment dans un pays et une politique où on privilégie l'enfant ? On en parlera avec Azilise. À tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.